Un petit fruit. Petite blueberry. Euh, les gens pensent que l'entrepreneuriat, c'est un truc de gens jeunes. On a tous en tête l'image de Zuckerberg qui crée Facebook à 19 ans, etc. En fait, la vérité, c'est que chaque âge a ses contraintes et ses avantages. Et que c'est beaucoup plus facile de bâtir une boîte SaaS B2B Enterprise qui gagne 100 millions par an quand tu as 40 ans, que tu as passé 20 ans chez SAP, que quand tu as 19 ans, que tu sors d'école et que tu ne sais ni ce qu'est un SaaS, ni une B2B, ni une Enterprise. Euh, c'est juste que pendant très longtemps, l'entrepreneuriat n'était pas également réparti par tranche d'âge. Parce que l'accès à l'opportunité entrepreneuriale était plutôt d'abord vieux, puis ensuite un balancier extrême vers très jeune, puis au milieu, et puis maintenant, tu as une courbe de Gauss comme ça, avec très peu de jeunes, un pic à 40 ans, et un truc qui se passe. Mais il y a deux histoires qui me font marrer. Il y en a une qui me fait marrer, qui me terrorise à la fois. C'est le fondateur de Belvedere, qui a en plus un peu la même personnalité que moi. Il voulait absolument faire $1 billion dans sa vie. Et il a raté toutes ses boîtes. Il a fini, et toujours avec la même histoire, c'est qu'il créait des boîtes qui avaient un super décollage, mais tu vois, une courbe comme ça. Donc il plafonne. Et au moment où tu vois, il essaie de pousser pour devenir $1 billion, il prend trop de risques et il faisait faillite. Et il a créé sa $1 billion dans ses 70 ans, qui est la marque de vodka Belvedere. Et le mec est hyper loufoque, c'est trop drôle. Il raconte dans une interview, en blaguant, à un moment, il dit qu'il est content d'avoir fait une billion parce que comme ça, il va pas léguer de dette à ses enfants. J'en ai, c'est normal, mais comment ça? Il dit, bah, le truc, c'est que je vis comme un milliardaire depuis que j'ai 20 ans, mais j'ai mis 50 ans à le devenir. Ça m'a fait rire. C'est comme quand j'étais jeune et que j'expliquais au banquier qu'il fallait m'accorder des découvertes parce que en étant jeune, j'avais besoin d'argent et que vieux, j'aurais de l'argent, mais j'en aurais pas besoin. Je pense qu'il avait le même humour que moi. Maintenant, l'âge, c'est aussi une définition de l'identité. Et moi, c'est un truc qui m'insupporte. Par exemple, c'est un de mes rares sujets où j'ai envie d'éclater Christophe Delaune. C'est que Christophe Delaune a ce que j'appelle un fétichisme de l'âge. Il adore dire qu'il est trop vieux pour faire quelque chose. Genre, oui, tu sais, moi, je suis un vieux, je comprends pas les ordi. Alors, mec, t'es juste le mec qui a fait la première agence en France à avoir utilisé des Mac pour faire du print assisté par ordinateur. T'es juste complètement feignant et donc tu veux plus apprendre quelque chose de nouveau, non pas parce que t'es vieux, mais parce que t'es une grosse feignasse. Et donc, en plus, tu te caches derrière cette excuse, ce fétichisme de ah, c'est passé pour moi, pour truc. Et Steve Jobs a 58 ans, il avait l'air d'en avoir 19, parce que l'âge est un choix, et on ne devient pas vieux parce que l'on vieillit, on devient vieux parce qu'on arrête d'apprendre. Et quelle est vraiment la différence entre l'apprentissage d'un enfant et l'apprentissage d'un adulte? C'est que l'apprentissage d'un enfant a trois caractéristiques. Il est innocent, il n'a pas une arrière-pensée. Les enfants apprennent pour apprendre. Ils n'ont pas encore des stratégies de statut, de social, de machin. Deux, ils n'ont pas l'impression que quelque chose, ils peuvent pas l'apprendre. Aucun enfant à 3-4 ans se dit bah, non, je peux pas apprendre ça. Au contraire, ils pensent même qu'ils peuvent devenir Iron Man. Moi, j'ai quand même passé 6 mois à essayer de faire un Kamehameha avant. Et je me suis jamais dit que c'était impossible d'ailleurs. Je me suis juste dit que j'avais pas travaillé assez. Et donc, en fait, quand t'es enfant, t'as l'impression que tu peux tout apprendre, qu'il n'y a rien de vraiment impossible. On n'a pas encore eu le temps de t'humilier, de te dire que t'es bon à ci, pas bon à ça, de te coller des étiquettes sur la gueule jusqu'à ce que tu sois tellement stické d'étiquettes que tu te balades avec tes autocollants et que dès que quelqu'un te dit quelque chose, tu prends l'autocollant et tu dis je suis ci, je suis ça, tu vois. Et donc, la troisième chose que les enfants font quand ils apprennent, c'est qu'ils le font en jouant. Mais si tu gardes ces trois caractéristiques, bah, tu peux rester un enfant toute ta vie. Alors, le plus dur, c'est la liberté d'esprit. En fait, je me suis toujours demandé si la plasticité cérébrale était due à une caractéristique du cerveau enfant. Et tu sais qu'il y a de plus en plus d'études qui montrent qu'en fait, la différence de plasticité cérébrale entre enfants et adultes, elle est mieux, mais pas si profonde que ça. Et que des adultes peuvent atteindre des grandes plasticités cérébrales. Mais
il faut atteindre une paix intérieure. Et en fait, c'est là où le truc est marrant, c'est que les enfants ont une fenêtre dans leur vie d'inner peace naturelle. Alors, malheureusement, il y a des enfants qui perdent cette inner peace par le drame, la vie, le stress, plutôt que d'autres. Ça, et d'ailleurs, je pense que c'est l'inégalité la plus fondamentale dont personne ne parle. C'est combien d'années tu as eu le droit d'être dans une bulle. Et moi, par exemple, je me suis rendu compte très récemment que le cadeau que ma famille m'avait fait, c'était de m'avoir mis dans une bulle de paix, alors que c'était le bordel autour. Mais on me l'a jamais fait sentir. On était en Afrique, il y avait la guerre, je savais pas qu'il y avait la guerre. On était au Liban, il y avait la guerre, je savais pas qu'il y avait la guerre. On était en France, on était pauvres, je savais pas qu'on était pauvres. Moi, j'ai découvert qu'on était pauvres, j'avais 12-13 ans. Ma mère m'avait dit des trucs du genre, les maisons sont petites en France parce qu'il fait froid l'hiver. Et comme ça, on se réchauffe. On mangeait bien, on avait du bonheur. J'avais jamais l'impression de manquer quelque chose. J'avais pas vraiment de désir non plus. Hein. J'étais pas le genre d'enfant qui criait pour avoir des jouets ou des machins, mais j'ai l'impression que ce que je voulais une console, j'avais une console. Je voulais jouer aux jeux vidéo, je jouais aux jeux vidéo. J'avais besoin de rien de plus, en fait. Et donc, ce cadeau d'innocence et ce cadeau de paix mentale, il m'a tenu des années et des années. Et c'est, je pense, fondamentalement la base d'une très très bonne capacité d'apprentissage. C'est la paix intérieure. Et c'est pour ça qu'elle est... D'ailleurs, tous les bouddhistes, les moines, les gens enlightened te disent qu'il y a une peace, une peace, une peace. Mais en fait, la façon la plus simple de se représenter inner peace, c'est juste regarde un enfant qui n'a pas de problème, qui n'a pas de stress, et qui a cette énergie de jeu qui est infinie et qui a l'air de créer un potentiel infini. Et donc, fondamentalement, l'entrepreneuriat est intimement lié à la fonction d'apprentissage. Être entrepreneur, c'est apprendre. Pourquoi? Parce que c'est le seul métier où il n'y a pas de manuel. Il y a une infinité de façons d'être entrepreneur, comme il y a une infinité de faire des maths. Quand tu fais des maths et que tu essaies de résoudre un problème mathématique, il n'y a jamais une seule façon de résoudre ce problème mathématique. De la même façon, quand tu es entrepreneur, il n'y a pas une seule façon d'être entrepreneur. Donc la seule chose que tu peux faire, c'est comment tu fais pour que chacun des problèmes que tu rencontres, chacune des observations que tu fais, chacune des constatations de vie que tu as en face de toi, sont caractéristiques de quelque chose de spécial et de ta propre solution à ça. Est-ce que tu es plutôt algébrique? Est-ce que tu es plutôt géométrique? Est-ce que tu es plutôt abstrait, concret, etc. Et il y a plein de façons. Tu peux faire une boîte en étant très intello, comme tu peux faire la même boîte en étant un gros bourrin. Tu peux faire une boîte avec un go-to-market hyper intelligent. Tu peux faire une boîte en faisant un go-to-market où tu appelles de A à Z. Mais ce qui compte, c'est quel que soit le chemin, que tu sois capable d'apprendre ce que tu ne sais pas. Parce qu'on ne peut pas tout savoir quand on démarre comme entrepreneur. Il n'y a pas une école de l'entrepreneuriat. Tu peux regarder des vidéos sur YouTube et tout, mais à la fin, c'est l'action et ce qui t'amène sur le terrain à faire. Et ça demande inner peace. Ça demande l'innocence, ça demande la motivation et ça demande la capacité d'apprentissage constant. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que l'entrepreneuriat, c'est un truc de jeune. Et après, les gens racontent des trucs marrants. Tu sais, ils disent « Ouais, mais moi, je peux pas être entrepreneur, j'ai des enfants. » Bah quoi, ils peuvent pas être pauvres, tes enfants? C'est un truc que j'ai jamais compris, moi. Moi, une fois un mec qui vient me dire « Ouais, moi, je peux pas être entrepreneur, j'ai 3 enfants. » Bah, du moment qu'ils mangent 3 fois par jour... ils sont obligés d'aller en vacances, ils sont obligés d'avoir tout. Enfin, après, tu peux dire que ta mission entrepreneuriale est moins importante que leur bonheur et tu mets leur bonheur avant. Mais leur fais pas payer une dette où ils t'ont rien demandé. Je veux dire, non, c'est ton choix d'avoir cette image auprès de tes enfants de quelqu'un qui peut leur accorder un certain style de vie. Et il s'avère que ce style de vie passe par un accord où aujourd'hui, tu n'as pas les moyens d'être entrepreneur. Mais tu pourrais très bien l'être. C'est juste que tu n'en es pas capable, tu n'as pas capacité de faire ce choix. Et c'est finalement ce que les gens oublient souvent dans l'entrepreneuriat, c'est que ceux qui y gagnent sont toujours ceux qui sont le plus extrêmes. Et il y a des gens qui sont capables d'extrêmes incroyables. Et tu peux pas lutter contre quelqu'un qui est capable d'extrême. Surtout s'il a inner peace. Surtout s'il est capable, en fait, de cette paix intérieure, de se dire, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça finira par marcher. Il aura peut-être du temps, mais ça finira par marcher. Les startups ne font pas faillite parce qu'elles manquent d'argent. Les startups font faillite parce que leurs fondateurs abandonnent. Ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Je pense que les enfances réellement traumatiques, dans lesquelles l'inner peace
disparaît avant l'âge de 3-4 ans, et dont tous tes problèmes, etc., c'est sûr qu'ils partent avec une case en moins, et c'est sûr qu'il faut, à mon avis, il faut le reconnaître pour le traiter comme un problème en soi. C'est une forme d'handicap dont on ne parle pas, mais c'est une forme d'inégalité beaucoup plus forte que la pauvreté, beaucoup plus forte que... Par exemple, je pense que, sincèrement, être dans un milieu stressant pendant les années les plus formatrices de ton cerveau, même si tu viens d'une famille riche, même si tu viens d'une famille qui a les moyens, c'est beaucoup plus grave que de venir d'une famille pauvre dans laquelle il y a zéro insouciance. Et plus la case de l'insouciance est longue, et plus ta capacité de résilience est forte. Et ça, j'en suis profondément persuadé. C'est pour ça que toute cette idée de limiter l'amour, la discipline avec les enfants, je pense qu'elle est vraiment à côté de la plaque. Les enfants gâtés ne sont pas du tout des enfants où il y a un excès d'amour. Les enfants gâtés sont des enfants où il y a un manque d'amour qui est remplacé par des choses matérielles qui ne comblent jamais le stress du manque d'amour. Ça, les enfants gâtés. Et ce manque d'amour et ce manque de résilience, il a des conséquences toute la vie. Parce qu'en fait, il met les gens dans une situation où ils n'arrivent plus à retrouver cette inner peace qui était essentielle à leur apprentissage, à leur structuration, etc. Et c'est une forme d'handicap extrêmement violent. D'ailleurs, il n'existe rien de plus criminel que de maltraiter un enfant au moment où il est l'infinité de ses possibilités. Les enfants, c'est comme des agents quantiques sur Terre. À un instant T, jusqu'à un âge, tu vois, jusqu'à ce qu'ils soient, leur atome soit défini, ils sont comme une sorte d'infini des multivers, de ce qu'ils peuvent devenir, des bons choix, des mauvais choix, des bons côtés, des mauvais côtés. Et ils portent ce truc. Et plus tu peux garder cet état indéfini longtemps, avec la joie, le jeu, l'amour, etc. Et plus le moment où ils vont définir cet état, ils vont devenir incroyables. Et celui qui a eu l'intuition de ça, c'est Philippe Pullman, avec les démons. Parce que Philippe Pullman, dans les Royaumes du Nord, il dit que son démon, donc une partie de son âme, finit par se définir à un moment donné. Et plus elle se définit tard, et plus l'enfant est extraordinaire. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire, les méchants? Ils veulent couper ce lien pour enlever l'innocence. Ils attaquent les enfants. C'est beaucoup plus profond que ça en a l'air, ce livre.